L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, l'Allier, présente sous l'égide de sa chaire publique et en collaboration avec la chaire UNESCO Université Laval sur le développement durable, la dernière conférence inscrite au calendrier de sa programmation 99-2000. Le manque d'accès pour tous à l'eau potable est une question très préoccupante. La croissance démographique liée à une répartition inégale des ressources et à la rareté de l'eau ont pour effet cette alarmante conséquence. Si rien n'est fait, les 2/3 de l'humanité risquent de souffrir d'un manque d'eau modéré à grave avant l'an 2025. Pour débattre de cette question passionnante, deux invités, M. Ricardo Petrella, docteur en sciences politiques et sociales, et M. Jean-Baptiste Sérode, docteur en génie civil, professeur au département de génie civil de l'Université Laval. Alors, je voudrais d'abord camper un peu le débat en abordant les grandes tendances mondiales et leur impact sur l'eau. Par après, on regardera un petit peu quels sont les grands mouvements qui s'agitent dans ce domaine-là et on finira, si vous voulez bien, par une couleur locale et la préoccupation donc au Canada, Québec et en Amérique du Nord. Alors, dans ces grandes tendances actuelles, je voudrais en aborder 4. La première, ce serait cette question de la répartition dont on vient de parler en introduction. Vous le savez, l'eau douce, c'est un tout petit pourcentage de l'eau sur Terre et c'est réparti très inégalement. Vous savez également qu'on est 6 milliards sur Terre actuellement et que, grosso modo, on utilise... Alors, je vais vous donner peut-être beaucoup de chiffres pendant les premières minutes. Je vais essayer de le simplifier tout de même. Donc, on est 6 milliards et on utilise environ 6 000 milliards de mètres cubes par année, ce qui correspond, grosso modo, si vous faites une division rapide, à 3 mètres cubes par jour, par personne, pour tout humain sur la Terre. Alors, gardez bien en mémoire ce 3 mètres cubes par jour et on verra pour la suite. Or, vous savez que nous, Nord-Américains ou Européens, on nous accuse d'être des gros consommateurs, des gros gaspilleurs d'eau. Cependant, quand on regarde ce qu'on utilise, nous, gros gaspilleurs, on utilise environ un demi-mètre cube par jour. Ça veut donc dire qu'il y a quelque part dans le monde, plusieurs quelqu'un, qui utilise encore plus que nous, gros gaspilleurs. Et quand on regarde de plus près quels sont les pays qui utilisent le plus d'eau, on s'aperçoit que 5 pays dans le monde utilisent à eux seuls 60% de toute l'eau douce utilisée sur Terre. Ces 5 pays, je vous les donne dans l'ordre: l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, la Russie. Tous des pays très peuplés et tous des pays qui doivent leur subsistance, si j'ose dire, à l'agriculture irriguée. Voilà pour le premier point. Deuxième point, le partage de cette eau. Alors, vous savez, tous les conflits internationaux qui existent, je veux simplement vous en rappeler quelques-uns. Et tout d'abord, si on revient à notre 3 mètres cubes par personne et par jour, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, ce 3 mètres cubes par personne et par jour. Et notamment, les pays qui utilisent entre 1,5 et 3 mètres cubes par jour, par personne encore une fois, on les dit en contrainte hydrique. Et s'ils sont à moins qu'un point 1,5, on les dit en pénurie. Actuellement, dans le monde, il y a entre 20 et 30 pays qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire en pénurie ou en contrainte hydrique. Ce sont surtout les pays arabes méditerranéens, l'Arabie, l'Afghanistan, en fait toute cette bande-là, mais aussi des parties de pays, dont le sud-ouest américain, qui fait partie de ces pays en contrainte. D'un autre côté, quand vous regardez les bassins hydrographiques dans le monde, il y en a environ 300 qui sont partagés par 2 ou plusieurs pays. Alors, je veux juste en citer quelques-uns, les plus connus: le Nil, partagé entre 9 pays, le Danube, entre 9 pays, l'Indus, partagé entre 3 pays, et comme par hasard, ce sont les 3 pays parmi les 5 plus gros consommateurs, 3 pays nucléaires, le Jourdain, qui est partagé par 4 pays, un vieux conflit que vient de nous rappeler récemment notre Premier ministre du Canada, l'Euphrate, 3 pays également, 50 cours d'eau sont partagés entre l'Inde et le Bangladesh, et puis je vous ai promis de parler un peu couleur locale, le Saint-Laurent, qui est juste à côté de nous, partagé évidemment entre 2 pays. Alors quand on regarde cette répartition inégale sur Terre, tous ces partages conflictuels
et qu'on y ajoute la troisième tendance que je voudrais vous donner pour camper le décor, c'est-à-dire les changements climatiques qui se dessinent de façon à peu près certaine et marquée, on sait que des températures plus élevées vont entraîner un cycle hydrologique beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus capricieux, des extrêmes beaucoup plus marqués, des sécheresses, des inondations. Alors vous avez le cas très typique actuel, le Mozambique qui est sous l'eau complètement inondée, quelques centaines de kilomètres à côté, l'Éthiopie complètement asséchée. Je vous fais grâce de l'érosion des rivages, de l'élévation des niveaux marins qui vont évidemment chambarder toutes les règles qu'on pourrait énoncer aujourd'hui et toutes les règles qu'on connaît. Mais je voudrais, pour terminer ce décor-là, je voudrais aborder un quatrième point qui me semble être le plus important. C'est celui de l'accroissement de la population, encore une fois à l'échelle planétaire. Et ces deux corollaires que sont l'urbanisation et l'agriculture. Alors on revient aux 6 milliards d'êtres humains que nous sommes sur la Terre. 25% n'ont pas accès à l'eau. Je pense que mon collègue va en parler. Ceux qui ont accès à l'eau et qui génèrent des eaux usées, 90% de ces eaux usées ne sont pas traitées. Par ailleurs, il y a 50% des êtres humains sur Terre qui n'ont aucune structure d'assainissement. Vous savez ce que ça veut dire, aucune structure d'assainissement? Ça veut dire que tout ce monde-là défèque à l'air libre. Et donc, l'autocontamination de l'eau, c'est une réalité flagrante. L'eau impropre tue actuellement, on évalue, c'est un chiffre moyen, on évalue à peu près à 10 000 personnes par jour qui meurent dues à l'eau, ce qui représente évidemment beaucoup plus que les guerres ou le sida. Alors, pensez que quand ce débat va se terminer à 14 heures, dans 2 heures à peu près, eh bien, il y aura 10 000 personnes de plus sur Terre et que environ 1000 seront mortes dues à l'eau. Donc, c'est quand même une réalité avec laquelle il faut faire face, quelle que soit l'opinion que l'on a face à cet or bleu. D'un autre côté, vous savez qu'au rythme où la population terrestre augmente, dans 20 ans, on sera à 8 milliards au moins, et la moitié vivront en ville, qui pose des problèmes particuliers, comme vous savez, pour l'accès à l'eau et à une eau de qualité. Mais à côté de ça, il y a évidemment la question agricole, je l'ai mentionné tantôt, 90% de la consommation d'eau potable sur Terre est due à l'agriculture, et à une agriculture qui n'est pas toujours bien menée en termes d'irrigation efficace. Et quand on pense à l'accroissement spectaculaire de la population au cours du XXe siècle, puisqu'elle est passée de 1,5 à 6 milliards, eh bien, il faut voir que, bien sûr, il y avait les engrais derrière l'agriculture, mais il y avait aussi l'irrigation. Alors, quand on pense que le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, de 6 000 milliards de mètres cubes par année sur la Terre, eh bien, ça représentait 50% de la ressource en eau douce disponible sur Terre. Ça veut dire que dans 20 ans, si on est effectivement à 8 milliards, eh bien, on va devoir consommer un autre 50%. Donc, ça veut dire que dans 20 ans, on va utiliser toutes les ressources d'eau potable disponibles sur Terre. C'est aussi une réalité à laquelle il va falloir faire face. Ce qui m'amène à penser que cette histoire d'accroissement de population, qu'on a tendance à occulter, vous le savez bien, parce que c'est un peu un sujet tabou, moi j'ai tendance à penser que c'est le problème environnemental sur Terre et que tous les autres, que l'on publicise beaucoup plus que celui-là, tous les autres en découlent. Et ça m'amène également, donc je lance un petit sujet de débat, ça m'amène aussi à penser que pour régler tous les problèmes d'accès à l'eau potable pour tout le monde, ce qui est très souhaitable, je crains que ce soit une bataille perdue d'avance si d'abord on ne stabilise pas la population. Le problème va plus vite que la solution. Alors face à tout ça, ces constats-là, donc, il y a ce que j'appelle les grandes manœuvres internationales. Alors ces grandes manœuvres sont évidemment à caractère tout à fait humanitaire ou politico-humanitaire, mais il y en a d'autres évidemment plus commerciales.
Depuis 1945, il y a près de 300 traités internationaux qui ont été signés, soit bilatéraux, soit multilatéraux, sur la gestion des ressources en eau. Je vais juste vous donner quelques dates et quelques événements clés. 1972, conférence de Stockholm, principe 21, reconnaît le droit à l'exploitation de l'eau, à condition que ça ne porte pas préjudice aux voisins. 1977, Mar del Plata. On déclare la décennie 1980-1990 la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a fait les grands travaux d'assainissement au Québec, si vous vous en souvenez. Alors, pendant cette décennie-là, 80-90, la population augmente de 700 millions sur Terre et on raccorde environ, semble-t-il, 200 à 300 millions de personnes en eau et en assainissement, ce qui est encore une autre preuve que le problème va plus vite que la solution. Mais on reste donc, depuis Mar del Plata 1977, on reste tranquille pendant une dizaine d'années sur le front des grandes manœuvres, et arrive l'année 92, une grande année pour les manœuvres internationales sur l'eau. En janvier 92, conférence de Dublin, émet 4 principes. L'eau est indispensable à la vie. Il faut associer les usagers de l'eau à sa gestion. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'eau. Et quatrième, et c'est lui qui est peut-être le plus intéressant pour notre débat, l'eau a une valeur économique et devrait donc être reconnue comme un bien économique. C'est sorti donc de la conférence de Dublin en 92. Et vous savez très bien que cette reconnaissance est sujette à beaucoup de confusion, puisque la reconnaissance de la valeur de l'eau ouvre directement la porte à sa marchandisation et donc à toute la question de l'exploitation qui est un peu le thème d'aujourd'hui. Janvier 92, donc dans la même année, une autre grand-messe, le sommet de Rio. Qui n'a pas entendu parler du sommet de Rio et son Action 21? 94, une conférence aux Pays-Bas. 96, c'est plus près de nous, vous vous en souvenez peut-être, à Montréal, s'effectue la création du Conseil mondial de l'eau, et dont d'ailleurs le siège social échappe à Montréal pour s'en aller à Marseille, mais c'est une autre histoire. Et ce Conseil mondial de l'eau tient des forums. Le premier est à Marrakech, 97, et le second, à La Haye, Monsieur Petrella, j'espère que vous allez nous en parler, à La Haye en mars de cette année. Et donc, je lui laisse le plaisir de dévoiler qu'est-ce qui s'est dit à cet endroit-là. Alors, toutes ces initiatives-là, qui sont sûrement louables sur le plan humanitaire, on ne peut pas oublier quand même qu'il y a des recherches de retombées commerciales. Alors, parlons-en donc de ces retombées commerciales. Vous le savez, la population, je l'ai déjà dit, s'est accrue, s'est multipliée par 4 durant le XXe siècle. Et durant la même période, la consommation d'eau s'est multipliée par 7. Mais c'est 90% qui va à l'agriculture et à l'irrigation et pas nécessairement au robinet d'un utilisateur régulier. Cet accroissement de la population, l'urbanisation galopante, l'absence d'infrastructures, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vétusté, l'ancienneté de la plupart des infrastructures font qu'il y a un besoin de retrouver des capitaux pour faire certains investissements par ailleurs requis. Alors, c'est en partie l'explication du pourquoi certaines villes font appel à des consortiums privés, mais il y a sûrement d'autres causes, pour essayer d'aller aussi vite que le problème va et de financer en fait une partie de ces fameuses infrastructures. Alors ça m'amène à vous parler très rapidement, parce que ça deviendrait fatigant et très très complexe, des divers modèles de partenariat public-privé, puisqu'on s'en vient tranquillement vers ça dans le débat d'aujourd'hui. Alors il y a la sous-traitance, il y a l'affermage, c'est ce qu'on trouve souvent par exemple dans les villes de France. Il y a le contrat de concession, dans lequel la ville reste propriétaire, mais c'est une firme privée qui exploite pour une période donnée de 20 ou 30 ans. Il y a aussi beaucoup de villes en France qui sont comme ça, mais il y a un cas très récent dont on vient de faire grand état, c'est la ville de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la première fois que le marché de l'Est et le marché ex-communiste s'ouvrent au privé, et évidemment, vous devez vous douter qu'il y a beaucoup de monde qui regarde tout ça. Alors, il y a d'autres aspects, la privatisation réglementée.
privatisation totale, comme l'a fait l'Angleterre et le Pays de Galles, privatisation partielle, comme le fait le Chili. Et ce que je trouve le plus beau, le dernier cri, c'est toute la gamme de partenariats qui sont basés sur des acronymes très intéressants, formés avec 3 lettres. Le B pour build, je construis. Le O pour own, ça m'appartient. Ou pour operate, j'opère l'infrastructure. Et le T, finalement, 3 lettres, B-O-T, le T pour transfer. Quand j'ai fini, bien, je te rends l'infrastructure dans l'état où elle se trouvera après 20 ou 30 ans. Alors là, vous avez tous les modèles qui existent. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez le BOT, qui est surtout dans les pays développés, comme aux États-Unis ou en Allemagne, beaucoup. Il y a le BOO, qui est en Écosse. En passant, l'Écosse n'a pas suivi l'Angleterre. Société distincte oblige. Il y a le BOT qui est, par exemple, il y en a aussi en Europe, en tout cas. Bref, il y a un marché fantastique qui s'ouvre pour ces partenariats privés, qu'on soit d'accord ou qu'on ne le soit pas. C'est une réalité et vous savez aussi que c'est dominé beaucoup par des firmes, notamment françaises et britanniques. Vivendi, la Lyonnaise des Eaux, International Water, qui connaissent des accroissements fulgurants. Et pour vous montrer à quel point c'est fulgurant, en 1996, il y avait dans le monde 75 villes seulement qui étaient en partenariat public-privé, dont 23 d'ailleurs étaient détenues par des compagnies françaises. Bien, pour l'année 99 seulement, l'année passée, 30 contrats se sont signés. Ça va à une vitesse galopante. C'est la grande tendance lourde des années qui s'en viennent, qu'on soit d'accord ou qu'on ne le soit pas. Et évidemment, je vous fais grâce de tout ce que ça signifie pour obtenir ces contrats-là. Il y a eu plusieurs cas de corruption qui ont été fortement publicisés. Vous les connaissez aussi bien que moi. Alors, tous les pays ne suivent pas cette tendance et je pense qu'un des beaux exemples, c'est le Canada où la quasi-totalité appartient encore au public. Alors, venons-en donc un petit peu à cette couleur locale, le Canada et le Québec. J'ai parlé tout à l'heure des conflits internationaux. Alors, je dirais que de ce côté-là, avec notre voisin du Sud, ça va plutôt bien en termes de conflits. On connaît tous la frontière que nous avons avec les États-Unis. On partage 4 des 5 grands lacs. On partage une partie du Saint-Laurent. Ce qui fait que depuis 1911, le Canada et les États-Unis ont des traités puis des lois dans chaque pays qu'on appelle sur les eaux limitrophes. Et ont créé des organismes, dont un qui est assez connu, qui s'appelle la Commission mixte internationale, pour donc gérer cette frontière hydrique. Et donc, il comprend des représentants des 2 pays, de 8 États américains et de 2 provinces canadiennes, l'Ontario et le Québec. Alors, les 2 pays, donc Canada et États-Unis, ont demandé à la Commission mixte internationale, au début de l'année passée, de leur faire des recommandations sur un problème très crucial pour nous, et c'est un peu là-dessus que je vais terminer. C'est la question du détournement des eaux, puisque vous savez qu'on a des voisins au sud, dans le sud-ouest, qui sont en contrainte hydrique et qui sont pas mal assoiffés. Donc, la question du détournement massif et des exportations d'eau. Alors, la commission mixte vient de faire sa recommandation, c'est tout récent. Et grosso modo, la principale recommandation, elle est la suivante. Elle dit « Tout prélèvement d'eau dans les Grands Lacs et dans le Saint-Laurent supérieur ne devrait être autorisé que si l'utilisateur peut retourner 95% de ce qu'il a prélevé dans le cours d'eau ou le bassin. » Évidemment, cette règle s'appliquerait donc aussi bien aux villes qui le prennent pour alimenter leur population qu'aux industries en général et surtout qu'aux industries visant l'exploitation de l'eau à grande échelle de cette ressource. Il faut noter cependant que cette interdiction, donc interdiction de prélever, ne s'appliquerait qu'aux eaux de surface, ne toucherait pas les eaux souterraines et ne toucherait pas en principe les bassins non limitrophes, mais je vais y revenir là-dessus parce que ça touche le Québec. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi interdire les prélèvements plutôt qu'interdire l'exportation. Bien, il faut voir qu'en arrière de tout ça, il y a le spectre d'un précédent commercial. Parce que interdire l'exportation, ça pourrait être contesté sur le plan commercial, étant donné que ça viserait l'eau une fois qu'elle est devenue un bien
et qu'à ce moment-là, l'OMC et puis même l'ALENA rentreraient dans le décor et évidemment contesteraient cette chose-là. Il ne faut pas oublier que selon l'ALENA, par exemple, l'eau, tant qu'elle est à l'état naturel, c'est-à-dire qu'elle est dans une rivière, dans un lac, elle n'est pas considérée comme un produit commercial. Alors, face à cette recommandation donc, de la Commission d'interdire les prélèvements plutôt que l'exportation, le Parlement canadien vient de déposer un projet de loi qu'on appelle le projet C15, qui a été bien moins publicisé que le C20, évidemment, et qui vise à modifier la loi des eaux limitrophes dans le sens que je viens d'énoncer. Cependant, deux questions subsistent malgré tout. Comment tout cela, cette interdiction de prélever, va-t-elle s'articuler quand on connaît l'état des relations fédérales-provinciales au Canada? Et l'eau embouteillée, elle, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Alors, un petit rappel, vous savez qu'au Canada, le gouvernement fédéral régit la pêche commerciale, la navigation, les eaux limitrophes internationales ou interprovinciales. Par contre, les ressources en eau appartiennent aux provinces. Les provinces réglementent donc tout ce qui s'appelle approvisionnement en eau, lutte anti-pollution, production hydroélectrique, etc. Et aussi tout ce qui est de compétences économiques et relève du palier provincial qui contrôle donc qui autorise l'exploitation de la ressource eau. Alors face à ce projet fédéral qui est déposé actuellement à la Chambre, évidemment il y a certaines provinces qui se font tirer l'oreille. Il y en a deux, entre autres. Il y a la Colombie-Britannique et, devinez qui est la deuxième? Le Québec. Alors le Québec va déposer ou a déposé, je ne sais pas trop où ça en est rendu, mais pour, évidemment, sans attendre la publication de la commission qui est actuellement en marche sur l'eau, va déposer un projet de loi qui va interdire les prélèvements d'eau à grande échelle, les prélèvements massifs, au Québec, sauf deux exceptions. Première exception, production hydroélectrique. Deuxième exception, captage à des fins d'embouteillage. Alors pour ce qui est de l'aspect hydroélectrique, je pense qu'on peut facilement comprendre pourquoi, puisqu'on sait que Hydro-Québec a dans ses projets de nombreuses dérivations de rivières d'un bassin à un autre, donc il faut bien protéger cette approche-là par une loi québécoise. Pour ce qui est de l'eau embouteillée, je pense que c'est intéressant de finir là-dessus. Il faut savoir qu'au Canada, les provinces ont le droit d'exporter l'équivalent d'1 mètre cube par habitant sous forme d'eau embouteillée, ce qui voudrait dire pour le Québec de l'ordre d'un peu plus de 7 millions de mètres cubes. Or, savez-vous qui est le plus grand exportateur d'eau au Canada? Bien, ce n'est pas l'Ontario, c'est le Québec. Le Québec exporte 90% de l'eau exportée au Canada. Et évidemment, elle l'exporte surtout aux États-Unis, où en passant, le Québec vend plus d'eau aux États-Unis que la France n'en vend aux États-Unis. Alors malgré cette belle performance québécoise, les exportations d'eau ne représentent que 0,25 millions de mètres cubes. Donc on est encore très loin des 7 millions de mètres cubes qu'on aurait le droit d'exporter en bouteille. Et donc vous comprendrez tout le potentiel commercial que plusieurs voient dans cette ressource-là. Et vous comprendrez également l'impatience des industries là-dessus. Alors, ce qui m'embête dans toute cette histoire d'exportation en bouteille ou en petite quantité, en valeur ajoutée, c'est que malheureusement, les provinces ne prélèvent pas une scène de redevance. Donc, malgré le chiffre d'affaires colossal de 200 millions de dollars par année que font les compagnies, pas un sou revient au gouvernement. Alors, ça m'amène à dire que, évidemment, l'exportation en vrac, je pense qu'on aurait tort de répéter ce qu'on a fait déjà avec certaines de nos ressources naturelles minières. Il faut être absolument contre l'exportation en vrac. Par contre, l'exportation de l'eau en bouteille, à valeur ajoutée, pourquoi pas? Mais au moins, prélever des redevances. Et une fois les redevances prélevées, pourquoi ne pas en donner une partie de façon à ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, puisse avoir accès à l'eau, lui aussi, et donc satisfaire en partie cette demande énorme du tiers-monde. Oui, quand je pense à l'eau,
je pense d'abord à droit. C'est le mot droit qui émerge immédiatement. Il y a 1,680 milliard de gens, il a été déjà dit, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès donc à la source de vie, parce qu'avec l'air, l'eau est la principale source de vie biologique, et pas seulement pour les êtres humains, mais pour les plantes, pour les animaux. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, il y ait 1,680 milliard de gens comme vous et moi, des femmes, des hommes, des vieux, des enfants, qui n'ont pas accès à l'eau potable, signifie que notre société à l'heure actuelle ne donne pas les droits de vie à 1,680 milliard de gens. Et vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas quelque chose qui ne vous intéresse pas. Et vous ne pouvez pas dire que c'est leur problème. Et vous ne pouvez pas dire que c'est loin. Et vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vivre quotidiennement, magnifiquement, comme si c'était la belle grande société du XXIe siècle, la grande puissance de la nouvelle économie, la grande révolution scientifique et technologique que nous aurions réalisée depuis 50 ans, et puis constater que le droit à la vie, le simple droit à la vie, n'est pas aujourd'hui accordé à plus d'1 milliard de gens. Alors je ne voudrais pas être trop fort, mais je trouve que les 140 ministres qui se sont rencontrés récemment à La Haye et qui, le 22 mars de cette année, ont signé une déclaration ministérielle dans laquelle ils ont refusé de considérer que l'accès à l'eau est un droit humain et social. Et ils ont dit que l'accès à l'eau doit être considéré uniquement comme un besoin. Je crois que ces 140 ministres qui nous représentent, nous, le peuple de la terre, ont commis un crime. C'est peut-être un trop fort, j'en sais rien. Mais c'est un crime qui dit que les gens n'ont pas le droit à la vie. Ils ont dit que l'eau n'est pas un droit à la vie. L'eau est un besoin vital, mais qui ne comporte aucune obligation de la part des dirigeants, de la part de nous tous, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos êtres, vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont les autres êtres humains. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour avoir les capacités technologiques, financières, pour pouvoir satisfaire ce besoin vital. Mais il n'appartient pas à la collectivité dans son ensemble, n'appartient pas à l'humanité, n'appartient pas aux États, il n'appartient pas au gouvernement de l'Inde, n'appartient pas au gouvernement des États-Unis, n'appartient pas au gouvernement du Pakistan, de la Chine, de s'obliger de prendre toutes les mesures pour que leur peuple ait accès à l'eau. Et parmi les pays les plus acharnés à La Haye, refusant la reconnaissance de l'accès à l'eau comme droit, c'était les États-Unis, parce que les États-Unis ne croient plus qu'il y ait des droits. Ils se sont opposés à reconnaître l'accès au logement comme droit à Istanbul en 1997. Ils se sont opposés à reconnaître l'accès à l'alimentation comme un droit à Rome, au sommet mondial de l'alimentation. Ils se sont opposés maintenant à La Haye pour qu'on reconnaisse l'accès à l'eau comme un droit. Et les États-Unis ont été en bonne compagnie. C'est votre gouvernement canadien qui a été le deuxième grand pays acharné contre l'idée de reconnaître l'accès à l'eau comme un droit. Et il est clair que vous, les Canadiens, et vous, les Québécois, si vous suivez cette loi, ou cette tendance, vous avez tout intérêt à ne pas reconnaître que l'accès à l'eau est un droit, parce que on vous est en train de vous dire que vous êtes les principaux producteurs et exportateurs possibles de l'or bleu du XXIe siècle, et que vous allez devenir riches si vous pouvez l'exporter, et que vous allez devenir ultra riches, tous des Émirats arabes, vous allez devenir, parce que vous serez l'exportateur de l'or bleu du XXIe siècle. Et c'est pour cela que le Canada a empêché de faire une déclaration ministérielle où on reconnaissait l'accès à l'eau comme un droit. Et c'est un pays qui se dit démocratique, c'est un pays qui se dit défenseur des droits humains, c'est un pays qui se dit amoureux de la liberté, de la justice sociale. Quelle ironie, quelle mystification. Deuxième mot qui me vient à la tête quand je pense à l'eau, c'est alors bien commun. Effectivement, comme M. Serrault l'a rappelé, en 1992, à Dublin, dans une des grandes messes sur l'eau qu'on fait régulièrement,
Et c'est extraordinaire de voir que plus les messes sur l'eau sont grandes, plus les messes sur l'eau sont mondiales, plus les messes sur l'eau appellent tous les politiques, et moins on reconnaît que l'eau c'est source de vie dans le sens d'avoir un droit, et moins on reconnaît que l'eau est un bien commun, patrimonial de l'humanité. Au contraire, on reconnaît que l'eau doit être considérée comme un bien économique. Le quatrième principe fondamental de Dublin, de la conférence de Dublin, est de dire qu'il est temps de cesser de considérer l'eau comme un bien social. Il est temps de cesser de considérer l'eau comme quelque chose de gratuit, donné par le ciel. Il est temps de cesser de considérer l'eau comme un bien public dont la provision devrait être prise en charge par l'ensemble de la collectivité humaine, par l'ensemble d'un État, par l'ensemble de la collectivité d'une ville, mais qu'il faut, pour pouvoir résoudre le problème de l'accès à l'eau, il faut donner une valeur économique à l'eau et il faut la considérer un bien économique. Et alors on nous a dit, encore une fois à La Haye, on a accepté l'idée que l'eau désormais doit avoir une valeur économique et que cette valeur économique n'est pas l'économie publique. Il n'y a pas une valeur économique d'économie publique, d'économie sociale. Non, c'est la valeur économique déterminée par le marché. Et les marchés par les acteurs privés. Donc une valeur économique par rapport au capital privé. Donc une valeur économique signifie donner le juste prix à ce bien économique afin que le capital privé soit intéressé à investir dans le domaine de l'eau, parce que si l'eau n'a pas un juste prix, eh bien cela ne signifie pas que le taux de profit du capital investi ne serait pas assez suffisant et attrayant pour le capital privé, donc le capital privé n'investirait pas dans l'eau et donc personne n'aurait plus à avoir accès à l'eau. Mais à partir du moment où on donne le juste prix, et le juste prix serait déterminé par le principe de full cost recovery, c'est-à-dire de la récupération du coût total pour l'investissement, y compris le risque du capital investi, eh bien, à partir de ce moment-là, le capital privé trouverait tout son intérêt, il aurait un taux élevé de profit et de return on investment, et alors c'est comme ça que le capital privé va résoudre les problèmes de tout le monde, parce qu'à partir du moment où on aura les biens économiques, eh bien, la solution sera faite, parce qu'il n'y a que l'économie et les lois de l'économie des marchés qui ne peuvent que résoudre les problèmes de l'existence humaine. Quelle supercherie politique, scientifique, économique et sociale! Co-signé par 140 ministres. Qu'est-ce que nous attendons de démissionner tous nos ministres qui étaient à La Haye? Qu'est-ce qu'on attend? Qui ne font que de faire des supercheries scientifiques, politiques et économiques. Et alors, quand on affirme aujourd'hui que les biens économiques signifient que les lois du marché doivent dicter l'utilisation et les priorités dans l'allocation de la ressource qui est au contraire ressource de vie. Et moi, il me semble que nous devons, au contraire, comme tout à l'heure, se battre afin que de nouveau on réaffirme et on le fasse concrètement que l'accès à l'eau est un droit humain et social, individuel et collectif inaliénable. Nous devons nous battre comme citoyens afin que soit reconnu que l'eau est un bien commun patrimonial de l'humanité et qu'il appartient à l'histoire de l'homme, il appartient à l'histoire de la planète, il appartient l'eau à l'histoire des plantes, appartient à l'histoire des animaux. Il appartient à personne parce que l'eau appartient à tout le monde. Et c'est pour cela que vous, ici au Québec, vous n'êtes pas propriétaire de l'eau. Vous n'avez aucun droit de l'exporter. Vous n'avez aucun droit de l'utiliser comme vous voulez. Il vous appartient l'eau parce que vous êtes partie de l'humanité. L'eau au Québec est un bien commun patrimonial de l'humanité. Et vous, les Québécois, vous êtes fiers de pouvoir utiliser ce bien commun patrimonial parce que vous allez l'utiliser dans l'intérêt de toute la population québécoise. Mais vous le faites en solidarité avec les autres peuples de la planète et vous le faites en solidarité avec les générations futures. Vous n'avez aucun droit d'utiliser comme vous voulez l'eau aujourd'hui en créant des conditions qu'éventuellement les enfants, les petits-enfants des générations actuelles n'auraient pas la même liberté que vous et nous aurions aujourd'hui vis-à-vis de l'utilisation de l'eau. Et c'est pour cela que nous devons faire en sorte que dans les législations nationales, au Québec comme au Canada, en Inde comme en Afrique, soit reconnu dans les législations que l'eau dans nos pays respectifs
est un bien commun appartenant à l'humanité, dont chacun de nous, comme population, a le droit, privilège, devoir de l'utiliser en fonction du droit de l'accès à la vie de chacun de nous, mais de tous les nous. Et donc, personnellement, je ne pense pas que vous devez exporter l'eau aux Américains. Et si les Américains des États-Unis n'ont pas l'eau et ils ont besoin d'avoir l'eau du Canada, eh bien, au lieu de l'exporter, au lieu de subir les lois de l'ALENA qui ne font que marchandiser tout, comme on est en train de marchandiser l'eau, si jamais une bouteille d'eau va être transportée entre le Canada et les États-Unis, immédiatement les règles de l'ALENA considérant que c'est une marchandise et donc les règles du libre marché, de la libre concurrence vont s'appliquer. Et c'est qui risque que peut-être, dans 15 ans, vous aurez eu l'impression, l'illusion que l'eau au Canada appartient aux Canadiens. Probablement, si vous le laissez conformément aux règles de l'ALENA, dans 15 ans, peut-être l'eau au Canada appartiendra à Suez Lyonnaise des Eaux, ou à Bywater, ou RWE en Allemagne, parce qu'ils pourront l'acheter. Et vous n'aurez plus propriété de votre eau. Parce qu'à travers l'appropriation privée des distributions, des services de distribution d'eau et des services de traitement d'eau, il y aura l'appropriation de la propriété de cette eau-là. Au contraire, il me semble que vous avez toutes les raisons et tous les droits, et vous serez un peuple fantastique. D'ailleurs, je pense que vous l'êtes, à certaines conditions, à certaines limites. Hein. Vous aurez tous les droits alors de pouvoir faire un contrat avec le peuple des États-Unis, qui ont besoin d'eau, qui ont moins d'eau que vous. Et vous pouvez dire, voilà, eh bien, on partage l'eau avec le peuple voisin. Et on partage l'eau par rapport à un projet commun. Et bien entendu, vous, Américains, vous participez au financement du coût de captation, épuration, distribution de l'eau. Et on fait un contrat entre l'Amérique du Nord par rapport à une bonne gestion durable, raisonnable, solidaire et économiquement efficace et politiquement efficace et socialement pertinente par rapport à l'eau que nous ferions vis-à-vis du continent américain. Vous n'exporterez pas l'eau aux États-Unis. Vous partagerez l'eau avec le peuple des États-Unis parce que le peuple des États-Unis a autant droit à avoir accès à l'eau que vous. Et vous, peut-être, vous pourrez envisager des formes de technologie de permettre ensuite, alors, dans la mesure très limitée à l'heure actuelle de l'exportabilité, de le transfert sur longue distance de l'eau, de faire partager également votre ressource à d'autres peuples en Amérique latine ou en Amérique centrale, ou voire même en Afrique, au Moyen-Orient, qui pourraient avoir besoin d'avoir accès à l'eau. Donc, deuxième concept, l'eau bien commun. Bien commun, patrimonial de l'humanité. Troisième concept qui me paraît important quand on parle de l'eau, et que c'est alors un enjeu formidable, c'est justement alors la démocratie. C'est extraordinaire comme aujourd'hui, quand on débat de l'eau, on constate de quelle manière nos sociétés sont en train de se vider d'essence sur le plan de la démocratie. L'eau révèle une décadence fantastique à l'heure actuelle du processus démocratique. Nous sommes en train de vérifier que notre capacité de vision, de gestion de l'eau est de plus en plus technocratique, et de plus en plus basée, relayée sur des solutions technocratiques, c'est-à-dire technologiques ou marchandes. Et nous sommes en train d'évacuer, de confisquer les structures démocratiques représentatives de leur rôle de gérer un bien commun, un patrimoine commun, un patrimoine qui est l'héritage de l'histoire de l'homme. Et nous sommes en train de les donner à des structures de décision privées. Nous sommes en train de privatiser les mécanismes de décision en matière de l'eau. Et les décisions en matière de l'eau échappent de plus en plus aux autorités municipales, aux conseils municipaux, aux conseils des régions, échappent aux parlements nationaux, échappent à toutes les instances des Nations Unies. C'est aujourd'hui la Banque mondiale qui est l'organe, le lieu central de l'élaboration d'une politique mondiale de l'eau. Ce n'est plus l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas la FAO, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, ce n'est pas l'UNESCO, ce n'est pas l'UNICEF, ce n'est pas ces organisations-là qui sont en train d'être participatives et acteurs de la politique mondiale de l'eau. Non, c'est la Banque mondiale. Et c'est la Banque mondiale qui s'est créée le Conseil mondial de l'eau.
Et le Conseil mondial de l'eau a été financé par la Suisse lyonnaise des eaux. Et c'est pour cela que le Conseil mondial de l'eau, au lieu d'être ici à Montréal, il est à Marseille. Mais M. Serod, je peux vous dire que vous pouvez être content, parce que désormais, depuis l'année passée, le secrétariat a été ramené à Montréal. Hein? Et alors, vous pouvez être content que vous avez à Montréal le Conseil mondial de l'eau, qui est l'arme préférée de compagnies privées dans le cadre d'un public-private partnership sur l'eau avec la Banque mondiale. Vous pouvez être fiers de ça. Vous ne devrez pas être fiers de ça. Vous devrez être fiers de pouvoir changer le Conseil mondial de l'eau et faire en sorte que cette espèce de technocratie mondiale qui s'est arrogée grâce à la légitimité de la Banque mondiale, la responsabilité de définir une politique mondiale de l'eau, soit aujourd'hui légitimée par 140 ministres et 140 États pour être l'organe d'exécution de définition d'une politique mondiale de l'eau. Quatrième concept, donc, qui me vient à l'idée après celui de droit, après celui de bien commun, après celui de démocratie. Et c'est pour cela qu'il faut inventer à tous les niveaux des formes démocratiques de gestion de l'eau. Il faut inventer les parlements au niveau des bassins fluviaux. Il faut inventer les parlements des rivières. Il faut inventer un parlement mondial au niveau mondial de l'eau qui serait responsable de la politique mondiale de l'eau, qui deviendrait une espèce de tribunal mondial de l'eau pour résoudre les conflits qui sont dictés non pas par l'eau. Les conflits actuels sur l'eau n'ont rien à voir avec l'eau. Les conflits actuels sur l'eau sont en cause des stratégies géomilitaires, nationalistes, des choses religieuses, des choses d'autre nature que ceux qui sont liés à l'eau. Et donc, quatrième concept, c'est la solidarité. Et cette solidarité, je l'ai déjà vue quand on a parlé de bien commun et quand on a parlé de droit. On ne peut pas gérer l'eau, on ne peut pas vivre l'eau sans principe de solidarité entre les gens, sans principe de solidarité entre les communautés humaines. Et c'est ce qui me ramène alors au cinquième concept, le cinquième concept de contrat global. Pourquoi contrat? Parce que c'est ensemble qu'il faut. L'eau appartient à l'humanité. Il faut nous donner des institutions, nous devons nous donner des institutions qui gèrent de manière contractuelle, par des processus de négociation, par des processus de débat, par des processus de blabla, par des processus d'écouter l'autre, ce qu'il dit, c'est pourquoi il défend certaines positions. Et c'est pour cela qu'à travers ces contrats, on peut parvenir à gérer la manière de le droit de vie pour tout le monde. Et local, pourquoi? Parce que l'eau, comme vous l'avez bien dit, M. Serod, l'eau est une réalité locale, mais dans un contexte de l'histoire humaine qui est mondiale. Et donc, c'est pour cela qu'il faut inventer une innovation nouvelle, globale. L'eau comme expression de cette société mondialement organisée à travers des institutions de démocratie locale. Voilà ce que je voulais vous dire en 15 minutes par rapport au temps qui m'a été donné sur le problème de l'eau. Merci beaucoup. Merci, M. Ricardo Petrella. Merci, M. Jean-Baptiste Serod. M. Serod, vous avez écouté, comme nous tous, très attentivement les propos de votre collègue et j'ai l'impression que vous avez le goût de réagir à certaines de ses idées. Alors, je pense qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec beaucoup des propos défendus avec fougue par M. Petrella, et notamment cette histoire de droit d'accès à l'eau, de droit de l'eau. Tout le monde, je pense, est d'accord avec ce principe-là. Cependant, il reste quand même qu'il faut reconnaître qu'on fait face à une réalité en ce qui concerne l'eau. Et c'est justement un des grands principes de gestion qu'on essaie d'implanter partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle la gestion par bassin. Ça veut dire que l'eau, une fois qu'elle est évaporée de la mer et d'ailleurs et qu'elle retombe sur terre, elle est confinée à une portion de territoire qui s'appelle le bassin. Quand on veut la changer de place, bien, il faut investir de l'énergie pour la faire changer de place. Alors moi, je suis bien prêt à ce qu'on donne de l'accès à l'eau à tout le monde, mais il en reste pas moins que la réalité veut que l'eau, elle tombe à certains endroits et pas à d'autres, et que si je veux la changer de l'endroit où elle tombe, c'est-à-dire de son bassin, vers un autre bassin où il y a des gens qui en ont plus besoin,
il faut que j'investisse de l'énergie. Je ne parle pas d'argent, je parle d'énergie. Alors, qui va la fournir, cette énergie? Donc, ce n'est pas si facile que ça de débattre de beaux principes avec lesquels je pense qu'on ne peut pas ne pas être d'accord. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ce principe-là, on fait comment? On l'amène comment, l'eau, à l'endroit où on en a besoin? Comment une structure, à supposer qu'on la mette sur pied, la structure proposée, c'est-à-dire des systèmes de gestion locale, etc., on ne changera rien au fait que l'eau est inégalement répartie, que les besoins croissent à certains endroits à une vitesse qui dépasse la capacité de résoudre le problème. Alors, je pose simplement la question, comment fait-on? Comment peut-on faire pour changer l'eau de place? Et je pense que ce n'est pas simple, cette chose-là, et c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. L'eau, elle est à certains endroits et elle n'est pas à d'autres. Par ailleurs, à supposer que je trouve la façon de la transporter, j'ai bien signalé que le problème croît plus vite que la solution. Donc, dans la mesure où les gens ne se prendront pas en main, que des pays qui consomment 60% de l'eau sur Terre ne feront pas de meilleure politique, soit de contrôle de la natalité, soit d'irrigation et d'agriculture, la partie est perdue d'avance. Donc, on ne peut pas simplement émettre des belles idées sans essayer de trouver des solutions pratiques. Et la solution pratique au transfert de l'eau d'un bassin à un autre n'est pas simple. Alors, je pense qu'il faut d'abord réfléchir là-dessus. Monsieur Petrella, vous, avant de donner la parole au public, peut-être que vous avez des réponses pour monsieur... Oui, moi je ne pense pas que le partage de l'eau à travers le monde, les continents et les bassins, nécessairement passe par la technologie de transport. Passe, par exemple, par une économie, une organisation sociétale de l'eau, localement. Et il y a, par exemple, dans les pays où ça manque l'eau, il y a moyen d'avoir des systèmes de production agricole qui soient de moins en moins aquivores, et qu'au lieu de les imposer, comme on les a imposés à travers le monde, même en Inde, partout, notre agriculture à haute intensité énergétique, à haute intensité chimique, de pesticides, qui détruit même le peu d'eau qui existe, il faudrait réinventer une autre agriculture villageoise, une autre agriculture paysanne, tout en rappelant, par exemple, il y a 50 ou 60 ans, les continents qui sont aujourd'hui en stress hydrique, c'est-à-dire qui ont des ressources inférieures à 1000 mètres cubes par an et par habitant, eh bien, ils n'avaient pas ce stress hydrique. Les villages de l'Inde, avant la Révolution verte, ils n'avaient pas beaucoup de quantité d'eau, ils n'avaient pas beaucoup d'eau qui était véritablement haute, grande potabilité, mais ils n'avaient pas les grandes carences, la grande stress hydrique d'aujourd'hui. Donc, première chose, il faut réinventer sur place une gestion de l'eau, même dans les quantités limitées que dans certains endroits sont disponibles. Mais il est clair, ensuite, que par exemple, vous avez à Californie, on n'a pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Seulement, le Californien utilise 4100 litres d'eau par jour, tout usage confondu. Il les prend d'où? Il les prend du Nevada. Ils ont fait 40 lacs artificiels qui alimentent 560 000 piscines en eau fraîche. Hein? Alors là, quand on veut, alors on dit, mais la finance, les Californiens ont la finance. Les pauvres Érythréens, Somaliens, Namibiens, les pauvres des villages de l'Inde n'ont pas les finances. Comment ils n'ont pas la finance? Et pourquoi le gouvernement indien a augmenté de 20% les dépenses pour le nucléaire? Non? Et au lieu de leur donner des robinets d'eau dans leur ville. Donc, localement, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être intervenues. Et si par ultime raison, il faut recourir au transport, comme par exemple à l'heure actuelle, les Norvégiens alimentent en eau potable la population de Chypre par toute une série de grands ballons géants qui flottent sur la mer. Et on transporte de la Norvège à Chypre dans de grands ballons géants. C'est une technologie, à mon sens, qui n'est pas nécessairement bonne, coûte énormément, mais si on devait recourir à ça, la technologie, comme également des accords de coopération, de solidarité, pourrait permettre de transporter l'eau, mais là, pas comme une marchandise, et pas comme un objet d'exportation, donc d'enrichissement de ceux qui exportent par rapport à ceux qui doivent la consommer, mais dans le cadre d'un contrat
de coopération, alors je crois que là, on pourrait pousser même des solutions technologiques qui aujourd'hui, au contraire, sont déterminées par des logiques de profit. On pourrait développer une technologie qui serait plutôt pour répondre à besoins sociaux collectifs de solidarité à l'échelle de la planète et à l'échelle des grandes régions du continent. Une brève réaction, monsieur? Oui, alors c'est exactement le genre de réponse, je pense, qu'il faut faire. C'est que l'eau, si c'est un problème local, c'est aussi une solution locale. On le voit bien, on ne peut pas la transférer facilement. Ça veut dire qu'il faut que les gens se prennent en main. Alors, c'est qui les gens? C'est le gouvernement ou je ne sais pas qui, mais c'est d'abord les gens et les collectivités locales. Il faut contrôler absolument la population. Ça, je pense qu'il n'y a pas le choix dans les pays qui sont en problème. Je ne parle pas de la Californie. Et il faut aussi, surtout, que moins d'argent soit dépensé à faire la guerre ou à faire des choses comme ça et qu'on les mette à la bonne place. Enfin, l'Éthiopie, semble-t-il, il y a une grosse partie du problème qui vient de là. Alors là-dessus, on est tout à fait d'accord, mais moi, je ne voudrais pas qu'on me culpabilise comme habitant du Canada parce que j'ai beaucoup d'eau. Je voudrais bien la transférer, mais comment puis-je le faire? Et je vous rappelle aussi que je ne veux pas être culpabilisé parce que cette eau-là, je la supporte, si j'ose dire. J'ai la chance de l'avoir, mais je la supporte parce que vous savez comme moi que pendant 6 mois de l'année, l'or bleu, il s'appelle plutôt l'or blanc. Et c'est pas sans contrainte, ça aussi. Alors, il faut que chacun vive avec ses contraintes. Mais je pense que nous, les non-Canadiens, continuerons peut-être la pression, vous le culpabilisez, si vous décidez un jour de céder aux sirènes du capital privé pour transformer votre eau en une marchandise avec l'objectif de l'exporter pour devenir riche. Alors là, on a droit à vous culpabiliser. On parle beaucoup d'eau, on parle beaucoup de technologie. Il en faut. Ça reste que sur le plan individuel, il y a peut-être des pistes, à savoir les luttes économiques, mais subtiles. Le jour où on se questionnera comment nos fonds de pension, nos banques gèrent l'argent qu'on place pour notre retraite dorée à 55 ans et qu'on demandera des comptes où vont ces argents et si ces argents ne contribuent pas aux efforts de guerre, et lorsque l'on demandera que ces argents soient placés dans des fonds éthiques où on aura la garantie qu'elles seront gérées autrement, ces argents, on pourra peut-être, nous, en tant que société riche, apporter une petite part de la solution. Tout à fait d'accord avec ça. Il faudrait peut-être réinstaurer une sorte de taxe Tobin. Vous savez combien qu'elle est populaire, cette taxe-là, auprès des ministres des Finances, et en consacrer une partie à l'eau, un peu comme quand je faisais allusion au fait que faire le commerce de l'eau embouteillée, qui est une valeur ajoutée à une ressource, en soi, j'y vois pas de mal. Et j'étais même prêt à proposer qu'une partie de ces redevances-là, qu'on ne perçoit pas actuellement malheureusement, mais une partie de ces redevances-là aille justement à des fins comme vous mentionnez. Tout à fait d'accord, c'est une forme de taxe, qu'elle s'appelle Tobin ou taxe Petrella, je ne sais pas, n'importe. Ça reste dans les systèmes, mais vous avez dit justement une chose importante sur laquelle peut-être je me permets de ne pas être d'accord. Vous avez dit comme c'est indifférent après que ce soit les privés, que ce soit une société privée, que ce soit les compagnies, à condition qu'elles portent en respectant ces règles éthiques, ces règles écologiques, peu importe que ce soit dans les mains d'une société privée. Personnellement, je pense qu'avoir accepté que la distribution de l'eau potable tombe également, comme est tombée l'eau minérale, la distribution d'eau minérale, dans les mains privées, c'est entrer dans une logique d'une société inspirée par une culture de marchandisation de tout, qui tôt ou tard minera les liens sociaux entre les gens. Je suis convaincu que nous sommes en train de développer une société, et le cas de l'eau ne ferait que confirmer cela, une société où les cultures, les valeurs de nos sociétés, c'est tout marchand, tout marchandise. Et on est en train de marchandiser nos corps humains, nos gènes, on est en train de marchandiser l'eau, comme on a marchandisé l'école, on a marchandisé la santé, on est en train de marchandiser l'électricité, on a réduit tout en marchandises, la banque, les assurances, tout. Et c'est ça qui est dangereux dans la privatisation des services d'eau, et cette adhésion, cette tolérance de la part de nos sociétés, désormais accepter que tout devienne marchandise.
Tant que nos sociétés auront cet esprit d'immunologie face à la marchandisation de la vie, je crois que c'est une société bonne. Les jours où nous acceptons que n'importe quel capital privé s'empare de l'eau, s'empare de nos gènes, s'empare de nos têtes, s'empare de nos connaissances, comme on est en train de le faire avec les droits de propriété intellectuelle, vous êtes une société, nous devenons une société qui n'a plus rien en commun. Et le seul critère qu'on aura en commun, c'est how much. Est-ce que c'est rentable, ça? Est-ce que ça, c'est plus rentable, les télécoms, et c'est plus rentable que l'eau? Est-ce que l'eau est plus rentable que les médicaments? Alors, à partir de ce moment-là, quelle société aurons-nous? C'est ça, je crois, l'enjeu principal. C'est sommes-nous prêts à accepter la marchandisation de la vie? Si on dit qu'effectivement la plupart de la consommation de l'eau est effectuée dans les pays du tiers-monde auxquels j'appartiens et que les pays industrialisés, entre guillemets, échappent un peu à cette consommation, moi je me dis, alors, la réflexion qu'il faudrait apporter à cela, c'est de dire, y aurait-il pas moins de faire une politique qui consisterait à prévenir l'utilisation un peu abusive, comme vous dites, dans les pays du tiers-monde et qui n'est pas le cas dans les pays développés. Donc, il serait quand même intéressant de réfléchir sur un plan global qui essayerait d'envisager toutes les solutions possibles, parce qu'en définitive, la consommation abusive dans les pays tiers-monde, comme vous dites, aurait finalement une répercussion sur les pays avancés. Alors dans 20 ans, dans 25 ans, s'il n'y aura pas d'eau à consommer dans ces pays-là, vous ne me direz pas que ce n'est pas forcément les pays du tiers-monde qui seront les victimes. Vous êtes quand même conscient de la vitesse à laquelle le problème s'aggrave. Et on voit très bien que dans les tendances actuelles, dans les grandes messes comme celle qu'il y a eu à La Haye, les esprits ne sont pas mûrs encore pour ça. Alors en attendant qu'on ait le tribunal et le droit international de l'eau et puis qu'il soit appliqué, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi on l'appliquerait qu'à l'eau, on pourrait l'appliquer à d'autres ressources aussi qui sont tout aussi nécessaires et rares que l'eau. Alors en attendant ça, à la vitesse où vont les choses, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau organiser une réflexion, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il me semble qu'il y a quand même... Ne pas donner les pouvoirs au capital privé. Non, ça je suis d'accord. Mais il faut être pragmatique aussi. Il y a actuellement, qu'on le veuille ou non, il y a un marché qui est en train de s'implanter. On peut le critiquer ou tout ce qu'on veut. Mais le drame dans ce marché-là, c'est que justement, on n'en tire aucune redevance. Et que cette redevance-là, on ne peut même pas la rediriger vers les pays qui en auraient besoin. Alors peut-être que, tout en attendant que dans 20-25 ans, il y ait le tribunal international de l'eau, et qu'il soit respecté, eh bien, on pourrait peut-être instaurer immédiatement des systèmes de redevances pour qu'au moins les profiteux et les abuseurs, même s'ils s'en vont dans un pays qui, en passant, est tout à fait d'accord pour que l'industrie vienne chez lui, enfin, où certaines personnes sont tout à fait d'accord pour que l'industrie en question vienne chez lui, mais au moins qu'on puisse en retirer certains argents qui seraient réinvestis immédiatement là où les besoins sont. Il ne faut pas toujours penser en termes de réflexion dans 20 ans. La vitesse du problème est tellement grande qu'on n'a pas le temps de réfléchir, il faut agir. Et agir, c'est entre autres choses rediriger une partie de cet argent qui malheureusement n'est même pas perçu, le rediriger là où on en a besoin. Les conférences de la chaire publique, la contribution de l'allié pour favoriser les débats, l'affirmation du sens critique et la vulgarisation des savoirs en égard aux grands enjeux de notre temps.